Je vois bien le rouge. C'est pour ça que je souris pas. Nickel. C'est Bon. bon. Bon, bah, pas de grosses nouvelles concernant les flux altcoin. Les liquidités pour l'instant ne sont pas encore là, mais vous allez voir qu'il y a quand même des choses intéressantes qui se passent en arrière-plan. Globalement, sur la journée, on est toujours dans le rouge. Sur la semaine, on avait eu un bon rebond quand même sur les cryptos avec l'augmentation des liquidités. Mais bon, il y avait aussi surtout l'effet news avec les réserves stratégiques. On en parlera aussi, ce sera l'objectif de cette vidéo. Sur le mois, par contre, là, c'est rouge bien tapé sur presque l'intégralité des alts. Et sur l'année, on en a certains qui sortent leur épingle du jeu, notamment ceux qui faisaient partie de certains narratifs. Alors, il y a eu Monero aussi, étrangement, qui avait pas mal augmenté, malgré le délisting sur des plateformes d'échange centralisées. Mais sinon, si on regarde, on est toujours dans la correction des alts, en fait, vu que le Bitcoin reste encore très, très fort et qu'on est toujours sur une restriction globale des liquidités. Ça paraît, on en reviendra après, on y reviendra après. On peut pas s'attendre à voir des miracles sur les alts. J'en ai beaucoup parlé sur mon live de mercredi pour ceux que ça intéresse. Est-ce que déjà tu veux rajouter quelque chose, Théo, avant que je rentre sur la partie ETF? Non, mais après les liquidités, comme tu as dit, on en parlera après. On va vous présenter d'autres raisons au final pour espérer quand même cette liquidité parce que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de liquidité, et c'est le cas, il n'y a pas de liquidité, donc forcément il n'y a rien qui pump. Mais on va aller voir est-ce que ça pourrait changer et d'où ça pourrait venir. Ok, ouais, on en reparlera juste après. Concernant les ETF, on va pareil passer assez vite fait là-dessus, mais vous voyez que ça fait quand même plusieurs jours là, depuis le 20 février en fait, où on a presque que des sorties, à l'exception du 4 mars où il y a eu des rentrées d'argent sur les ETF Ethereum, mais globalement on est plus en sortie. Sur les ETF Bitcoin, c'est pareil, regardez, sur les derniers jours là. Le 18, le 19, etc., etc. On n'avait que des sorties. On a eu quelques rentrées le 28 et quelques rentrées le 5 mars, mais globalement, on n'est que en sortie. C'est pas catastrophique du tout. C'est des prises de profit qui sont effectuées aussi euh, depuis maintenant un certain temps. Je trouve ça même plutôt sain. Et quand on regarde les analyses on-chain qu'on vous présente depuis des semaines, voire même plusieurs mois sur la chaîne YouTube, on se rend compte que globalement, c'est surtout les retails en fait qui vendent à perte, avec le SOPR en négatif pour les retails, avec des moins-values vraiment qui sont validées et des gros qui accumulent. Ce qui est important de se rendre compte aussi, c'est un chiffre que je vous avais donné la dernière fois, notamment pour les ETF Ethereum. C'est que sur les 3 derniers mois, on avait BlackRock qui avait augmenté ses avoirs en Ether de 125-126%, si je ne me trompe pas, sans compter des fonds comme par exemple le fonds de Trump, le World Liberty Financials, qui continue d'accumuler des Ethers. Et d'ailleurs, on le voit, là dernièrement, ils ont racheté plus de 10 millions de dollars en Ether. Tu me disais, Théo, en off, qu'ils en avaient acheté aussi pour du Bitcoin, mais c'était plutôt du Bitcoin wrappé, c'est ça? Faudrait que je regarde, mais j'avais vu qu'ils avaient racheté 10 millions de chaque, en fait. 10 millions d'Ether, 10 millions de Bitcoin. Je sais pas si c'est du wrap ou directement. J'aurais tendance à dire que c'est du wrap parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'ils achètent. Donc, Ouais. mais à confirmer. À confirmer. En tout cas, ils continuent d'accumuler dans des périodes comme ça. Et là, surtout, le sujet qui va être important en ce moment, et c'est ce qu'on vous disait, en fait, vous avez beau avoir les meilleures news extraordinaires, tous les signaux vraiment positifs qui peuvent s'aligner, si derrière, vous n'avez pas la liquidité nécessaire, globalement, il ne se passera pas grand-chose et ça fera un peu un effet mouche sur la crypto et sur les actifs risqués. Donc, au final, on va passer un peu de temps ensemble pour regarder ce qui se passe autour du monde, pour voir est-ce qu'on va avoir une extension des liquidités au niveau mondial et de la M2 money supply. Et ce qu'on remarque, c'est que un peu de partout dans le monde, on a la planche à billets qui commence à se mettre en place, notamment en Chine où ils ont émis pour presque 180 milliards d'obligations. Donc c'est un peu comme si vous faisiez de l'impression monétaire, d'accord? Donc il y a en Chine déjà, ils ont commencé à faire tourner la planche à billets. Il y a des pourparlers aussi en Allemagne et en Europe. Je pense que vous avez vu le discours de Macron sur le conflit Russie-Ukraine. Évidemment, ça crée pas mal d'incertitudes, mais dans son discours, et ça c'est en lien avec ce qu'il y a en Allemagne et un peu de partout en Europe, une volonté d'augmenter tout ce qui est budget lié à l'armement et donc de refaire tourner un peu la planche à billets. Il parlait d'un plan de boost de 800 milliards, je crois, avec la BCE. Donc on verra. Mais en tout cas, en Chine, c'est déjà en route. En Europe, ça arrivera, à mon avis, très bientôt. Et de l'autre côté, on a évidemment le président des États-Unis, le président Trump, qui essaye de faire un peu tout ce qu'il peut aujourd'hui
pour faire paniquer la Réserve fédérale américaine et qu'ils soient obligés en fait de remettre en place la politique d'impression monétaire et d'arrêter le quantitative tightening, hein, que je vous en avais aussi beaucoup parlé sur le mercredi de cette semaine. Donc là, c'est ce qui est présenté à l'écran. Lever la dette là des 7 trillions quand même de dettes qui devraient être nécessaires pour refinancer les obligations sur les 6 prochains mois. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Le fait qu'il y ait une augmentation des tarifs douaniers. Alors, il y a eu le cas au Canada, il y avait le cas au Mexique, il y avait le cas aussi en Europe. Enfin, il augmente les tarifs un peu de partout et il crée pas mal d'incertitudes sur le marché. Forcément, bah, les investisseurs, ils n'aiment pas tout ce qui est incertitude. Non certitude. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est incertitude. J'ai les mots en anglais à chaque fois, je ne l'ai pas en français. Et moi aussi, ça me le fait après. Putain. À chaque fois, j'ai les mots en anglais, tu sais, je dis uncertainty, mais ouais, c'est ça. Donc, les incertitudes, c'est mieux. Donc, le marché déteste les incertitudes. Donc, évidemment, tout ce qui est lié aux actifs risqués, les actions, les cryptos, etc., ça prend un coup. Il y a une augmentation des obligations avec une baisse des rendements. Et s'il y a une baisse des rendements, évidemment, ça fait un peu peur aussi à la Fed parce qu'il y a tout un tas de problématiques pour le refinancement des dettes et puis pour derrière tout ce qui va être maintien de l'emploi, maintien des entreprises et tout ce qui s'ensuit. Donc, peut-être une obligation de la part de la Fed de continuer de baisser les taux. Et vous le savez, mais c'est inversement. C'est-à-dire que quand il y a des baisses de taux, il y a une augmentation du prix des obligations. Et à l'inverse, quand il y a une baisse du prix des obligations, il y a une augmentation des taux. D'accord ? J'en parle beaucoup sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant. Mais voilà, en gros, tout est mis en place, si vous voulez, pour obliger la Réserve fédérale américaine de remettre en place la planche à billets, de baisser les taux. Et au final, on s'en fout de l'inflation, on ne se pose pas trop de questions et on essaye de faire en sorte de remettre en place la planche à billets, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. En fait, tous les pays du monde entier croulent sous les dettes qui sont aujourd'hui irremboursables. Et là, c'est qu'une question peut-être de semaines, de mois, on verra, peut-être pour qu'on ait de nouveau des très, très grosses injections de liquidités sur les marchés. Ça, évidemment, c'est très destructeur pour ceux qui n'investissent pas. C'est très destructeur pour ceux qui épargnent, qui sont des petits porteurs, en fait, globalement. Et pour tous ceux qui investissent sur des actifs risqués comme les actions, comme les cryptos, évidemment, c'est ce qu'on attend. Hein. On l'a vu sur le cycle précédent, sur le cycle de 2020-2021, il n'y a jamais eu autant d'injections de liquidités de ce qu'on a connu par le passé. Et évidemment, ça a été très positif pour les actifs risqués comme la crypto. Mais évidemment, pour tous ceux qui derrière ont subi l'inflation, qui n'ont pas eu des augmentations d'emploi, qui ont même perdu leur emploi, ça a été destructeur. Donc en fait, quand vous avez des augmentations sur vos actifs, il faut vraiment le regarder net d'inflation. Il y a plein d'actifs, en fait, même certaines actions qui, en fait, même net d'inflation sur les dernières années, sont presque à l'équilibre parce qu'en fait, il y a eu tellement d'impression monétaire que derrière, c'est un peu un jeu à somme nulle. Sur le long terme, ça se rééquilibre et il y a évidemment des créations de valeur, mais il faut vraiment regarder net d'inflation parce que très souvent, on va vous faire passer les infos en vous disant oui, mais regarde, tu as fait du 10, 15, 20, 30%. Ouais, mais si ton inflation derrière, elle est supérieure à ça, en fait, tu n'as pas gagné d'argent, tu en as même perdu. D'accord ? Ouais, et puis après aussi, par rapport des petits points, par rapport aux émissions de bons, alors, c'est pas forcément du quantitative easing, hein, parce qu'en quantitative easing, au final, la seule différence, c'est que c'est la banque centrale qui achète les obligations. Là, on est d'accord que pour l'instant, ils veulent faire ce qu'on appelle du financement, les États, donc c'est-à-dire ils veulent émettre de nouvelles obligations pour sur les marchés, donc c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs privés, institutionnels qui les achètent. Mais la seule différence avec le quantitative easing, donc l'impression monétaire comme on l'entend, c'est que c'est les mêmes obligations, sauf qu'au lieu que ce soit le marché privé qui l'achète, c'est la banque centrale directement, donc injection de liquidité. Là, c'est plus un financement, mais c'est un peu, c'est très raccourci, mais bon, c'est injection de liquidité un peu déguisée parce que c'est pas la banque centrale, mais dans les faits, il y aura quand même des obligations et bons d'État qui seront émises, donc augmentation de la liquidité. Et là aussi, on peut faire un parallèle. Donc, je ne sais pas si on l'avait touché sur cette chaîne, la partie dominance fiscale. Moi, je sais que j'en ai fait quelques vidéos sur ma chaîne, notamment la vidéo qui s'appelle Rien n'arrête ce train. Ça parle de ça, en fait, hein, de la dominance fiscale. Donc, thème proposé par Lynn Alden et un collègue à elle. Où au final, et ce que tu disais aussi, c'est que les États ont une dette tellement importante que ça devient de plus en plus difficile au final
d'assumer les intérêts de la dette. Hein. C'est même pas, ne serait-ce que le principal, ça va être le principal et les intérêts, notamment avec le contexte où on a les taux directeurs qui n'ont pas arrêté d'augmenter. Ben, nous, ça nous fait mal. Quand tu achètes ta maison, au lieu d'avoir un emprunt à 1%, tu l'as à 3, 4, 5, 6%. Mais les États, c'est pareil au final. Si c'est des taux directeurs par la Banque centrale, ça veut dire que les États, et que ça soit quasiment partout dans le monde, hein, ils doivent payer leurs dettes. Et souvent, vu le PIB, c'est-à-dire qu'il faut emprunter pour payer la dette. Et puis, comme les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés, c'est de plus en plus difficile d'assumer la dette. C'est pour ça aussi qu'on a toute la partie fiscale et impôts qui augmente. Faut pas se cacher par rapport à ça. Et sa thèse, en fait, c'est de dire qu'au fur et à mesure que ça va avancer, parce que bien sûr, il n'y a pas forcément de recette magique pour effacer tout ça. Hein. On va continuer là-dedans. C'est qu'au final, les politiques monétaires, c'est-à-dire ce qu'on regarde jusqu'à présent, la M2, le quantitative easing, tout ce qui va être aussi augmentation, baisse de taux, gérer des liquidités au niveau des banques centrales, ça va devenir de moins en moins important pour les marchés, pour les liquidités, parce que ce qui va jouer de plus en plus, c'est les actions des États, et notamment les actions des États pour permettre de servir la dette, tout simplement. Et là, du coup, cette thèse, en fait, ça commence à coller un petit peu, si on voit, parce que c'est pas confirmé, on est d'accord, c'est des suppositions, mais qui commencent à arriver parmi pas mal d'acteurs macro, au final, de dire que Trump, il fait un peu n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est voulu, pas voulu, est-ce que c'est planifié, parti ou non, on ne saura jamais, mais dans tous les cas, ça déstabilise les marchés. Et c'est vrai que si on voit à travers ce prisme, non, de se dire, au final, ce qu'on veut, c'est vraiment baisser les stocks, baisser les marchés, limite arriver presque en récession pour forcer le dollar à baisser en termes de puissance par rapport aux autres devises et à forcer la Fed à se lancer dans du quantitative easing, donc permettre une baisse des taux. Il y a alors il me semble que c'est en mars, je ne sais pas si tu l'avais sur le graphique, mais il y a dans le court terme, on va dire, des intérêts de la dette et il y a un très très gros. Alors je ne sais pas si c'était les 7 trillions qui devaient payer là, ce que tu montrais, à très court terme en fait, et vu les taux d'intérêt, vu la situation actuellement, ouais. 2025, ouais. Voilà, oui, c'était ça, les 7 trillions, du coup, qui doivent être financés en 2025. Et en plus, il y a des taux qui sont historiquement hauts. Donc, en fait, ça va leur coûter très, très cher aux États-Unis, qui sont avec un déficit assez important, de pouvoir payer leur dû, hein, payer leur dette. Donc, en fait, ça les arrangerait bien s'il y avait des taux qui étaient plus bas. Parce qu'au final, au lieu de sur plusieurs trillions, n'importe quelle fraction de pourcentage, en fait, ça représente vite des millions, voire des milliards. Donc, en fait, plus les taux seront bas, plus ils pourront éventuellement se refinancer aussi. Donc, si ça fait partie de cette stratégie-là, ça peut s'entendre. Et c'est peut-être pas le cas actuellement, mais sachez que moi, j'aime bien la thèse de Lynn Alden. Et en France et en Europe, ce sera pareil. C'est-à-dire que vu la dette des États, à mon avis, ils vont prendre de plus en plus de poids dans les politiques monétaires. Et ça rejoint ce qu'a dit Thibault au final. Si on a des États qui sont toujours de plus en plus endettés, si au final, ce qui compte, c'est pouvoir rembourser la dette pour pas faire faillite, et que même si la situation économique, ils sont obligés d'imprimer, qu'importe la situation économique, et ça sera peut-être encore plus important par rapport à ce qu'on a eu maintenant, c'est que pour l'instant, ce qu'on regarde, et on le suivait, hein, les données d'emploi, les données d'inflation, les données économiques, pour savoir si l'économie se porte plutôt bien ou non. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu un marqueur pour les banques centrales, savoir si elles peuvent baisser les taux parce que l'inflation est sous contrôle, ou alors si au contraire l'inflation augmente, et du coup il faut augmenter les taux pour calmer un peu, pour contrôler l'inflation, où jusqu'à présent c'est un peu les mécaniques qui dirigent, alors avec plus ou moins de succès, même si ça marche un peu à contre-temps souvent. Mais dans l'idée, on pourrait avoir dans le futur un scénario où c'est les États pour pouvoir se financer et dire écoute, là j'ai 7 trillions à payer en 2025, les taux sont trop hauts, je ne peux pas assumer. Donc, impression monétaire, baisse des taux, alors que la situation économique le permettrait pas forcément selon les critères actuels, c'est-à-dire inflation qui est déjà assez importante. Et donc, en fait, on pourrait avoir de l'inflation qui augmente, plus de l'impression monétaire et des baisses de taux. Donc, c'est-à-dire, pour pouvoir financer les États, en gros, encore plus d'inflation et une inflation hors de contrôle, mais qu'on ne pourrait pas arrêter parce que ça voudrait dire tout simplement que les États feraient faillite. Donc, ça, c'est un scénario un peu pas forcément positif, à part si, comme l'a dit Thibault, vous investissez dans des actifs qui permettent de battre un petit peu cette inflation. Et c'est à ça un peu que servent aussi les cryptos. Donc, c'est un scénario qui est là pour les prochaines années, mais dans l'idée, si on le voit à travers ce prisme-là, ça pourrait donner une explication à ce qui se passe actuellement. Même si, bien évidemment, pas de boule de cristal, mais c'est juste
un scénario parmi tant d'autres, et dans tous les cas, qui à mon avis sera de plus en plus fort dans le futur. Après, aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est toujours regarder ce qui s'est passé historiquement parlant et de pas regarder que sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années, hein. Si tu regardes, les grandes nations, les grands empires, en fait, à chaque fois, ils se sont écroulés sur eux-mêmes parce que, bah, ils ont imprimé énormément d'argent. En fait, ils ont tellement dévalué leur monnaie et qu'à un moment donné, bah, ils sont complètement effondrés sur eux-mêmes. Et ça a été valable pour l'Empire romain, ça a été valable pour l'Empire germanique, ça a été valable pour les anciens gros fleurons en fait de l'hégémonie mondiale, comme par exemple, il y avait un moment donné, la France, elle avait la meilleure devise. Ensuite, ça a été la livre sterling. Après, là aujourd'hui, avec les accords de Bretton Woods, après la Seconde Guerre mondiale, toutes les devises sont adossées au dollar. Donc maintenant, c'est pour ça que le dollar, c'est la plus forte monnaie mondiale. Avant, on avait quand même la convertibilité du dollar en or qui a été arrêtée en 71 par Richard Nixon. Mais en fait, il faut comprendre comment sont articulés en fait les différents événements économiques et comment on s'en est retrouvé euh, dans l'état actuel des choses aujourd'hui. Pour moi, il n'y a aucun moyen à ce qu'on arrête en fait l'impression monétaire, parce que de toute façon, ils n'ont pas le cas. On est sur des dettes qui sont irremboursables, et si on n'imprime pas d'argent, en fait, il y a un moment donné où on fait défaut. Petit clin d'œil à Chypre ou à la Grèce, par exemple. On verra comment ça va se passer, parce qu'aujourd'hui, avec la France, on est quand même sur des pays, ou même les États-Unis, en fait. Pourquoi on continue de prêter à des pays qui sont surendettés comme ça? Tout simplement parce qu'ils ont encore beaucoup d'actifs, d'accord? Le cas de Chypre ou de Grèce, c'était pas la même chose. Ils n'avaient pas autant d'actifs de l'autre côté. Mais derrière, dites-vous que, et Macron en avait parlé, hein, quand il parle d'efforts de guerre là dans son discours, c'est de dire que potentiellement, et c'est aussi avec la loi Sapin 2, hein, de pouvoir aussi puiser dans les actifs des particuliers, hein, dans les assurances vie, dans ce que vous déposez dans des banques, ce que vous avez dans les banques, c'est pas à vous. Et en Europe, ça commence à puer la merde, hein, par rapport à ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on a l'impression que c'est fou, que c'est la première fois que ça arrive. Mais en fait, si tu regardes sur des périodes beaucoup plus longues, par exemple sur des cycles, et c'est aussi ce qu'avait fait Ray Dalio dans Ouais, son c'est ce que j'allais dire. infographie là, de New World Order là, le nouvel ordre mondial. Il montre que c'est des cycles à peu près de 250 ans, et qu'à chaque fois, bah, en fait, que tu as un nouveau pays qui prend le dessus, ça dure à peu près 250 ans, où il a une devise très forte parce qu'il y a l'éducation, parce qu'il a une grande armée, parce qu'il a des gens à l'intérieur qui sont très bien éduqués, et donc au final, ils vont créer de l'emploi, etc., etc., ils vont créer de la richesse. Et puis à un moment donné où en fait, bah, de facto, ils vont avoir une devise qui va être très forte, parce qu'au final, ils ont un pays qui est très fort et une économie qui est très forte. Sauf qu'à un moment donné, bah, ils profitent de ça, ils s'endettent au détriment des autres, ce qu'ont fait les États-Unis depuis les accords de Bretton Woods, en fait, hein. Depuis que toutes les devises sont adossées au dollar. Et il y a un moment donné, bah, où ça pète, où tu utilises la planche à billets parce que c'est tellement simple de pouvoir utiliser un bouton pour dire allez, j'imprime, 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 et j'achète un peu de tout et n'importe quoi. Sauf qu'évidemment, à un moment donné, ça se fait au détriment de la pérennité même de l'économie et de l'aspect lié à l'inflation. Et à un moment donné, bah, après, quand tu as trop dévalué ta monnaie, que ta monnaie vaut plus rien, bah, c'est plus sous contrôle. Et on a vu ce que ça a donné dans certains pays, alors pas comme les États-Unis et tout, mais Venezuela, Argentine, même en Allemagne, hein, avec le Deutsche Mark et tout. Bon, en général, ça pue la merde, quoi. Et donc après, ils recherchent un nouvel ordre, éventuellement, soit c'est ce qu'on parlait du grand reset aussi, hein, le grand reset, c'est quoi? C'est de dire, bah, on n'a plus la possibilité de rembourser les dettes. Là, le dollar, ça vaut plus rien. Là, l'euro, ça vaut plus rien, ou ce que vous voulez. Donc, paf, on fait table rase et on crée un nouveau système monétaire, en gros, pour remettre l'échiquier à zéro, quoi. Soit ça, soit si tu vas jusqu'au bout du cycle, parce qu'effectivement, tu as la montée. Et puis dans la descente, en général, c'est un autre empire, un autre continent, une autre puissance qui se lève. Et en général, il y a des frictions. Et les Et frictions, des ça guerres, hein. commence en général par des guerres monétaires ou commerciales. Si on suit l'actualité tarifoire, hein, c'est un peu ça au final, guerre commerciale contre la Chine, contre d'autres puissances. Et en général, ça peut se finir très souvent, pas à chaque fois, mais très souvent, ça se finit par une vraie guerre. Donc, c'est des cycles, comme tu l'as dit, séculaires. Mais dans tous les cas, ça permet d'avoir un prisme aussi de ce qui se passe actuellement, même si, bien évidemment, c'est pas parfait, mais c'est des choses qui sont déjà produites au final. Donc, c'est pas voir chaque événement indépendamment, mais il y a peut-être voilà, des facteurs qui sont communs au final et qui ont déjà existé par le passé, quoi.
On va passer tout de suite du coup sur ce que ça implique sur la partie purement crypto, sur l'augmentation de la M2 Money Supply. Maintenant qu'on a fait une brève introduction sur ce sujet-là, tu vas peut-être partager ton écran, Théo, pour montrer un petit peu quelques graphiques. Yes. Et pour compléter ce que j'avais dit moi mercredi, parce qu'on va passer assez vite sur ça, mais vraiment c'est ce que vous devez vous rendre compte, c'est que vous pouvez avoir toutes les news les plus intéressantes, les plus pertinentes, tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas un ajout de liquidité et qu'en plus de ça, il y a une démultiplication de l'offre sur le marché crypto, bah, il y a un moment donné où il ne va pas se passer grand-chose. Donc là, on va regarder en fait ce qui compte le plus pour moi sur la partie crypto. Je vais te mettre en full. Tac, c'est bon, t'es Yes. en full. Donc pour commencer, on va regarder la M2 supply, donc corrélation entre Bitcoin, prix du Bitcoin et la M2 money supply. Et ce qu'on se rend compte au final, c'est que depuis mi-janvier, on a atteint un bottom en fait, et ça ne fait qu'augmenter depuis. Et là, dernièrement, on a eu un spike, hein, donc une augmentation importante de la M2 selon les trackers. Donc M2, encore une fois, baromètre de la liquidité mondiale, hein, donc qui n'arrête pas d'augmenter depuis mi-janvier. Et en général, il y a un retard non, entre l'augmentation de la M2 et là, le moment où ça se traduit en termes d'augmentation sur le prix des actifs, parce qu'il faut le temps que ça s'infuse dans les actifs. Ben, au final, il y a cette théorie. On va aller voir d'autres graphiques après, hein, notamment la dernière vidéo de Raoul Pal que j'ai présentée dans mon live dimanche pour ceux qui étaient là, mais je pense que ça va vous intéresser, ceux qui l'ont pas vu. Et du coup, ben, on se rend compte qu'au final, on a une augmentation dernièrement de la M2. Et en général, ben, regardez, en juillet, non, l'année dernière, on a eu une augmentation de début fin juin jusqu'à octobre, qui s'est traduit en novembre en une augmentation importante du prix du Bitcoin. Et depuis, en final, on était dans un retracement, un range. En bas à droite, une baisse globale. Et donc, là, tu as beau faire ce que tu veux, les meilleures news, les meilleurs trucs plutôt bullish, il se passe rien. Et donc là, en fait, moi, c'est le principal facteur pour lequel je suis plutôt bullish en ce moment. Hein. C'est pas les news de Trump. Alors, le matin, c'est blanc, l'après-midi, c'est noir. Non, là, c'est vraiment quelque chose qui a été étudié, corrélé. Donc là, premièrement, comme introduction, on voit que ça augmente en direct. Pourquoi on sait que c'est corrélé? Ça, on l'a vu aussi. Vous avez, encore une fois, Lynn Alden, hein, un autre article d'elle pour lui donner son crédit. Et on voit très bien au final, d'ailleurs, c'est le titre de l'article, au final, Bitcoin, ça serait un baromètre global des liquidités, un baromètre des liquidités globales plutôt, et ça serait même la forme la plus pure pour regarder la liquidité parce qu'on voit que c'est corrélé, donc en direction, c'est-à-dire si la M2 monte sur une période donnée, Bitcoin monte dans 83,2% des cas, et donc c'est l'actif le plus corrélé avec les liquidités au niveau global, même devant le S&P 500, devant l'or, devant tout ce qu'on veut, donc c'est-à-dire quand la M2 monte, 83% du temps, Bitcoin monte avec elle, ou va dans la même direction dans tous les cas. Donc, c'est pas en même temps. Il y a toujours une période de voilà, c'est pas immédiat, mais ça se diffuse petit à petit. Donc, il y en a, en général, la liquidité monte et après, tu as le prix de Bitcoin qui suit. Mais en tous les cas, c'est aligné en termes de direction. Quand ça monte, ça monte. Quand ça baisse, ça baisse. Et vous voyez, du coup, là, depuis fin octobre, on était sur une période de baisse, consolidation. Et c'est ce qu'on a eu aussi, hein, au final, sur le prix des cryptos. Mais là, dernièrement, on a une augmentation donc qui commence à être assez intéressante. Et pour l'instant, ça ne s'est pas vraiment traduit sur le prix du Bitcoin parce qu'il y a une période de carence ou de retard jusqu'à ce que ça se traduise. Et là, je suis en train de regarder, il y a plusieurs thèses. On parle de 75 jours en général. Donc, il faudra regarder. Il y en a qui le mettent fin mars, début avril, ce reflet. Mais bon, à prendre avec des pincettes et à étudier plus en détail. Et après, je voulais vous montrer, petit check si on m'entend toujours. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc ça, je l'avais présenté dimanche dernier. Donc c'est la dernière vidéo. Comme ça, vous avez aussi qui a dit quoi. Donc c'est Raoul Pal, hein, donc Global Macro Investor. Sa dernière vidéo. Est-ce que c'est le moment de vendre ma crypto? Parce que c'était un peu le thème sur les dernières semaines. Je pense encore, il y a eu pas mal de vidéos qui ont été faites hein, de partout. Est-ce que c'est le moment de vendre? Qu'est-ce que je fais avec mes cryptos? Bien évidemment, chacun prendra ses décisions. Mais en fait, sa thèse à lui. Donc là, premièrement, on a en temps réel. Donc là, c'est un indicateur sur
TradingView que vous pouvez aller chercher dans la partie, c'est la partie communauté, où il y a des gens qui le traquent. Donc, il y en a plusieurs. Ils ne sont pas exactement pareils. Moi, j'ai pris le plus liké, mais dans tous les cas, il y a plusieurs indicateurs de la commu pour le voir en temps réel, pour ceux qui demandent où trouver l'info. Et après, eux, chez Global Macro Investor, ils ont d'autres outils, notamment avec Bloomberg. Donc, ils ont des terminals Bloomberg, les fameux, pour faire des prévisions sur les 10 prochaines semaines. C'est-à-dire là, c'est la prévision de 10 weekly, c'est-à-dire sur les 10 prochaines semaines. Comme vous voyez, il y a le cours du Bitcoin qui se casse la gueule en ce moment, là où on en est actuellement. Donc là, c'est la courbe en rouge. Et il y a la prévision sur les 10 prochaines semaines, où au final, ça ne fait qu'augmenter. Et donc, c'est les prévisions. Alors, je ne sais pas quelles données ils ont, mais notamment, on l'a vu au début, les banques centrales. Ce n'est pas les banques centrales, c'est les États qui annoncent un relâchement au niveau de la politique monétaire, donc c'est plutôt positif. Alors, je ne sais pas exactement ce qui rentre dans leur modèle, mais dans tous les cas, ils prévoient une augmentation importante de la M2 sur les 10 prochaines semaines, donc les 2 mois et demi qui arrivent. Après, on a un cycle qui ressemble au final, et au final, Trump, c'était pas lui qui était là en 2020-2021, c'était Biden, mais au niveau, et ça rejoint ce que tu avais présenté Thibaut, au niveau de la M2, on se retrouve quasiment là où on était au premier mandat de Trump, c'est-à-dire en 2016, parce qu'il était de 2016 à 2020, 4 ans, il me semble. Au final, en termes de conformation, on est quasiment, regardez la gueule que ça avait en 2016-2018, donc en rouge, et la gueule que ça a actuellement, donc en rouge. En noir, c'est 2016-2018. En rouge, c'est actuellement. Et même au niveau du dollar, au final, Trump, il avait fait exactement la même chose, c'est-à-dire baisser la puissance du dollar quand il était arrivé pour faciliter notamment le commerce et l'exportation pour les États-Unis. Donc, aussi au niveau de la M2, c'est quelque chose qui se ressent. Donc, est-ce qu'il faudra s'attendre à un cycle plus proche de celui de 2017 que celui de 2020? C'est possible aussi, et c'est une théorie qui circule en ce moment. Je ne sais pas si c'est le cas, mais dans tous les cas, je voulais vous le présenter aussi. Mais de plus en plus, après, de plus en plus, on voit qu'il y a des similitudes beaucoup plus proches entre le cycle de 2016-2017 de ce qu'on vit aujourd'hui que celui de 2020-2021. Je montrerai tout à l'heure l'indice DXY là, qui montre la puissance, c'est un indicateur qui représente la puissance du dollar. Et on voit qu'on se rapproche beaucoup, en fait, lors du dernier mandat de Trump, en fait. Il essaye de diminuer la puissance du dollar parce que forcément, quand tu as tout le monde qui commence à imprimer autour de toi, on peut dire que ça fait du mal au niveau de l'inflation et tout ce qui s'ensuit. Mais d'un autre côté, si tu as une devise qui est suffisamment forte, mais pas trop non plus par rapport aux autres, ça facilite le commerce international, en fait. Ça permet aux autres d'avoir un pouvoir d'achat chez toi, d'aller consommer et donc de relancer un petit peu l'économie. Si par contre, tu as une devise... et c'est exactement. Si par contre, pour toi, tu as une devise qui est bien plus forte que toutes les autres, en fait, tous les autres pays du monde entier n'ont pas vraiment de pouvoir d'achat chez toi, donc en fait, ils ne peuvent pas consommer. Voilà. Et toi, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Ouais. C'est un peu la malédiction en fait de celui qui a l'hégémonie sur le système monétaire. C'est lui qui a la monnaie, donc il contrôle, il en a bien profité pour imprimer, pour avoir les dettes dénominées en dollars. Mais du coup, ça fait que ta monnaie est super forte parce que la majorité des dettes et des échanges mondiaux sont dénominés dans ta monnaie fiat et du coup, elle est normale. Du coup, ça fait qu'elle est assez forte et du coup, c'est compliqué pour être compétitif, baisser la puissance de ta monnaie parce que il y a des achats organiques parce que les gens sont obligés de se financer en dollars. Donc, du coup, c'est un peu ce qui embête Trump et c'est à mon avis pour ça que c'est plus intéressant si on veut comparer. Regardez sur son dernier mandat. Donc, c'est vraiment le cycle de 2016 cycle de 2017 sur sa période où il était élu entre 2016 et 2020 et éventuellement, c'est vrai que de plus en plus on entend cette théorie qui circule. Et on verra après, effectivement, sur DXY, sur la puissance. Mais au niveau de la M2 et au niveau de ce qu'il a mis en place quand il est arrivé en 2016, ça y ressemble fortement. C'est pas les mêmes éléments, on n'est pas dans le même contexte macro, mais en tous les cas, le but peut être le même. Et après, ça, je l'avais présenté aussi dimanche, mais c'est la charte que j'ai vue qui m'a paru le plus intéressante, en fait, dans sa vidéo. C'est de voir la M2, alors pas forcément juste comme ça, avec des augmentations, ok, ça baisse, à voir quand ça monte, mais vraiment au final comme n'importe quel actif ou n'importe quel crypto même, on pourrait dire, avec des périodes d'expansion, un retracement, consolidation, un range,
un breakout, on vient retoucher le range et on part pour une nouvelle phase d'expansion. Et justement, mais ça s'est passé sur les derniers cycles, à chaque fois ça a été le cas. On a eu une expansion, donc déjà, tendance générale, pour commencer par l'augmentation sans discontinuité. Donc ça, c'est encore mon anglicisme, mais bon, ça, augmentation en continu de la M2, donc c'est pour ça, tout coûte toujours plus cher, l'inflation, tout ce qu'on connaît, ça vient de là. En gros, tu as une masse monétaire qui est toujours de plus en plus importante. Et spécifiquement, si on regarde par exemple le dernier cycle, on a eu une augmentation, regardez, en 2017, donc la M2 ici, on voit, donc c'est ce qu'on venait de voir, alors, je l'ai paumé, juste là, 2016, avec la M2 qui avait augmenté très fortement, 2016-2018, et qui avait donné du combustible ici pour le bull run de 2017. Donc si on se met qu'on est dans la même configuration que 2016-2017, c'est ce qui s'est passé, bull run de 2017. Ensuite, il y a eu un retracement, correction, même baisse des liquidités, ensuite petite augmentation, mais dans tous les cas, range. Et après, on a eu, alors ça c'était début 2020, non, on était sorti du range en fait, comme pour notre triangle sur Ether, on range, on latéralise, on sort du range, donc un breakout, et on a venu retaper le range. Donc là, si vous regardez en 2016, on est sorti du range, breakout, et il n'y a pas eu de retracement, on est parti pam. En 2020, on est sorti, mais on était retapé le range et pile le range, parce qu'il y a eu toute la crise sanitaire, donc du coup, il y a eu plein de choses qui sont passées, baisse des liquidités, grosse panique globale. Du coup, on est venu retaper le range, on n'est pas descendu en dessous. Et après, grosse phase d'expansion qui a venu apporter toutes les liquidités pour avoir le plus beau bull run qu'on ait jamais eu en 2020-2021. Et depuis, grosso modo, on range. Ça a augmenté un petit peu, ça a baissé, mais on était toujours dans ce même triangle. Et récemment, donc ça, c'était l'augmentation ici, celle qu'on a vue. Si on dézoome un petit peu, donc vous avez voilà, la même courbe, 2020. Là, cette augmentation, en fait, c'est celle-là de juin à octobre. Juin à octobre, qui nous a amené des nouveaux ATH autour de 108K. Donc, cette petite augmentation-là, c'est ce qui nous a permis de passer de 70 à 108K. Et depuis octobre, on a baissé, on est venu retaper le range. En fait, on a eu notre breakout, on est venu retaper. Et donc là, on est reparti pour une période d'extension. Apparemment, c'est ce que disent les indicateurs. Et c'est ce qui se passe en fait à chaque fois. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, moi, de voir la M2 au final comme n'importe quel autre actif avec expansion, retracement, consolidation, breakout. On vient retoucher le support ou non et on repart pour une phase d'expansion. Donc là, en ce moment, on est là en fait. On attend la phase d'expansion. On est déjà venu retoucher le breakout. Donc en fait, il y a en termes de probabilité, c'est plus, on est plus probable de partir encore une fois sur une expansion. C'est quelque chose qui s'est passé sur les derniers cycles. Donc, on sera en mesure d'attendre quelque chose d'assez similaire. Et on voit bien le retard qu'il y a en fait entre le prix du Bitcoin et les ajouts de liquidité. C'est ça qui est énorme en fait. Tu as l'impression d'avoir vraiment un cheat code quoi. Pour ceux qui recherchaient à chaque fois tout un tas d'indicateurs techniques et tout, vraiment la M2 supply, ceux qui font de l'analyse technique, du trading ou ce que vous voulez, ou qui s'intéressent à la crypto mais qui ne regardent pas d'un point de vue macro ce qui se passe au niveau de la M2, pour moi, ils n'ont rien compris. Parce que là, vraiment, c'est du calqué. C'est du calqué, quoi. Et là, comme tu l'as dit, il y a presque 85% de corrélation entre le Bitcoin et les liquidités. C'est pour ça qu'après, on peut se dire le reste de l'augmentation qu'on a eu sur le Bitcoin, ça peut être des facteurs endogènes comme le halving, comme certains trucs. Mais on n'aurait pas eu des augmentations sur le Bitcoin telles qu'on a connues depuis la création de la crypto de manière générale si on avait eu que le halving et pas d'ajout de liquidité, en fait. Et l'expansion de la M2 supply, c'est globalement ce qui a fait la grosse augmentation qu'on a eue sur les marchés financiers et sur les actifs risqués comme la crypto. Et là, vous avez un truc vraiment qui est énorme parce que vous pouvez suivre en avant-première. Vous avez des augmentations de liquidité. Vous dites, tiens, par le passé, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu des ajouts de liquidité? Il y en a qui parlent d'un lag de quelques semaines à quelques mois. Il y en a qui parlent de 3 mois. Il y en a qui parlent d'une semaine et demie, 2 semaines, 3 semaines. 15 jours, Ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment des données que vous allez utiliser. Mais c'est comme si, en fait, vous aviez le cheat code avant tout le monde, quoi. Et ça, pour l'instant, j'en vois pas énormément, en fait, qui en parlent. Et pour autant, je pense que c'est le facteur le plus important en crypto. Parce qu'en fait, quand tu es dans une période de bear, tu regardes, à chaque fois que tu es dans une période de bear, en fait, tu es dans un moment où tu n'as pas une expansion de la M2.
Tu es Tu es dans un dans le range. range. Ouais. Exactement. Là, on vient de C'est la sortir de ce correction. Puis range. là, tu as expansion. Enfin, c'est comme les cryptos. Pensez Bitcoin, pensez tous vos altcoins. Expansion, et après retracement. Augmentation rapide. Ça corrige, hein, correction, retracement, range. Et on Ouais. sort du range, breakout, on vient retoucher ou non, et bam, autre phase d'expansion. Donc c'est vraiment, moi, c'est le facteur principal. Et pour le coup, sur cette métrique-là, c'est hyper bullish pour la suite. Hein. Si tu mets de côté tous les bruits, qu'est-ce que fait Trump, qu'est-ce que fait la Maison Blanche, alors ça peut avoir des impacts. Mais on l'a vu dernièrement, là, on arrive sur aussi un bottom en termes de sentiment, parce que n'importe quelle nouvelle, ça fait plus tellement réagir. Et même, même des nouvelles qui pourraient être positives par le passé, ça fait vendre. La réserve, on va en parler après, tu vois, mais l'annonce de la réserve, où au final, ils n'achètent pas, mais c'est juste, ils vont maintenir ce qu'ils ont déjà récupéré. Bon, les mecs, ils ont vendu, tu vois, c'est passé de 90, 88 à 84, tu vois, donc une news qui serait plutôt bullish, ça devient un événement sell the news. Donc au final, ça fait plus trop réagir. Donc, bon, c'est pas forcément ce qui va driver le marché. Et puis on a vu que le pump de dimanche dernier sur l'annonce de réserve avec les ADA, XRP, des choses comme ça, ça a duré même pas 24 heures le pump, quoi. Ça a pumpé. Ah, Et c'est un puis truc de fou. 24 heures après, ça avait déjà tout corrigé. Donc c'est pas ça qui va vraiment, même si on a des bonnes nouvelles, c'est pas ça qui va alimenter le bull run sur le long terme. Par contre, ça oui. Et regardez la configuration, au final, on est vraiment comme sur les derniers cycles. Là, pour le coup, c'est vraiment cyclique et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Tu voulais présenter autre chose ou pas du Je, tout? je l'avais aussi, on peut le toucher rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi le live dimanche, mais on a aussi le côté des entreprises qui montent. Ça, et encore. Alors, si le M2, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, l'ISM, il y en a encore moins, tout ce qui va être au niveau des entreprises. Donc, au final, l'ISM, c'est un indice qui est publié par le nom de l'institut, hein, l'Institute for Supply Management. Donc, l'institut qui s'occupe de regarder au niveau des entreprises la santé économique, dans ce cas-là, bon, le stock. Et donc, c'est un indicateur qui va regarder la santé du secteur manufacturier, parce qu'ils peuvent regarder les commandes, les stocks des entreprises. Est-ce que c'est plutôt dynamique ou est-ce que c'est plutôt en récession? Et en gros, historiquement, quand cet indice est supérieur à 50, ça veut dire qu'il y a une expansion de l'activité économique. Et s'il est inférieur à 50, c'est qu'on est plutôt sur une contraction. Donc, en gros, il y a moins de commandes, moins de vigueur dans l'économie. Et si on regarde, en fait, depuis la fin du dernier bull run, on était en dessous de 50. Hein. On était dans une phase qui correspond historiquement à une contraction de l'activité économique. Et là, dernièrement, on est passé au-dessus de 50. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, que c'est plutôt positif. Et alors ça, c'est pour Bitcoin. Hein, avec, c'est corrélé, bien évidemment, le cycle des entreprises. Mais ça, c'est juste un autre cycle qui est corrélé aussi avec la liquidité. Hein, c'est-à-dire, augmentation des liquidités, des taux plus avantageux, les entreprises font des investissements, augmentent leur capacité de production, vont faire des achats, vont stocker, vont produire plus. Et du coup, c'est un peu un cycle vertueux dans ce cas-là. Mais c'est aussi le cas pour les altcoins. Hein. On est d'accord que si on regarde avec les alts, il y a encore plus de retard entre les deux. Mais si on regarde l'ISM et les altcoins, c'est aussi corrélé. Et pourquoi c'est corrélé, en fait? Alors, j'avais fait un petit schéma. Parce que si on a l'ISM en hausse, c'est-à-dire l'activité économique, expansion de l'activité, confiance des investisseurs, qu'on n'a pas en ce moment, hein, pour l'instant. C'est plutôt négatif avec tout ce qui se passe au niveau des tarifs. Mais du coup, OK, on a de la visibilité, on a confiance en l'avenir, ça produit, il y a de la demande, il y a de l'offre. Donc, plus d'investissement, hausse des rendements, croissance économique. Et au final, ça veut dire aussi que les entreprises font de l'argent. Les particuliers ou les dirigeants d'entreprise font de l'argent. Il y a de l'argent à injecter dans les actifs, dans les investissements. Et il y a une partie aussi qui peut partir sur les cryptos. Mais du coup, avoir l'ISM en hausse, c'est pour ça que c'est plutôt positif en général pour l'économie et pour les actifs à risque. Et du coup, on a aussi cette tendance qui augmente dernièrement avec un indice vous voyez, qui est repassé au-dessus de 50, alors que ça faisait depuis la fin du bear market, la fin du bull run en 2022, qu'on n'était pas passé au-dessus. Donc là, c'est aussi un autre facteur qui peut être intéressant. Et finalement, tant qu'on y est, on va le voir aussi. Si on regarde les autres cycles, on voit que avant la grosse phase d'expansion, donc là,
comme il l'appelle, La Raoul banana Pal, la zone. banana zone. Ouais, la banana zone, c'est lui. Hein. Ce schéma, parce que ça circule beaucoup. Sachez que ça vient de ce mec-là. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas quand vous voyez sur ce faux rose, en général, c'est Global Macro Investor, c'est Raoul Pal. Voilà, si vous avez vu ce schéma, que vous sachiez d'où ça vient. Et si on se rend compte, avant la grosse phase d'expansion, donc on a notre cycle complet. Et en général, ce que tout le monde attend, notre fameuse all season, là où il y a tout qui pump fortement, c'est cette dernière zone, la banana zone. Et en général, quand tu commences à rentrer dedans, il y a une première correction. Donc là, on parlait de la correction de février. Et au final, elle a eu lieu, même s'il n'y a pas eu une augmentation très forte sur les altcoins. Mais en général, il y a une correction. Et après, on part sur une première grosse montée, une autre correction, on va vers l'ATH et après, on repart. Donc là, on serait potentiellement sur la première correction qui a eu lieu au final. Bon, là, c'est pas du tout en log, on est d'accord, hein, mais ça a eu lieu aussi sur les cycles précédents. Donc, si on regarde avec ce prisme-là, ça peut être aussi normal ce qu'on vit actuellement. Et ce que ça veut dire aussi, parce que là, les facteurs sont plutôt, alors c'est peut-être pas immédiat, mais d'ici fin mars, début avril, avec la M2, avec les liquidités, plus il y a des nouvelles positives qui peuvent aider un peu, repartir vers cette zone-là, mais attendez-vous aussi à d'autres corrections, et à une correction plus importante. Hein. Là, si ça se passe comme les derniers cycles, première correction, on va repartir vers une zone d'euphorie, et après, on va avoir une grosse correction pour ensuite peut-être repartir un peu vers le haut, mais attendez-vous aussi à d'autres corrections. Hein. À mon avis, l'euphorie va être assez importante, mais attendez-vous aussi à d'autres mauvaises nouvelles, à d'autres sentiments comme ce qu'on a pu avoir dernièrement. Et voilà, là, ça va être le moment de commencer à penser à sortir par palier rapidement. Et en général, là, la deuxième correction, c'est souvent, je vais me le remettre, en général, la deuxième correction, c'est en mai. Hein. Il y a l'adage sell in May and go away. En général, c'est dans les périodes estivales où les gens très souvent vendent. D'ailleurs, il y avait une question de Martin que j'ai trouvée pertinente qui disait que cette augmentation de la liquidité n'est-elle pas en contradiction avec le sell in May and go away? Possible. Possible. En fait, là, normalement, si on suit cet indicateur de la M2 supply, il y en a qui prédisent une augmentation du cours du BTC et des cryptos entre fin mars et sur le mois d'avril. Tu vois, entre 25 mars et début avril. Voilà, début d'augmentation de la crypto. Après, est-ce que ça continuera sur tout le mois d'avril et que ça s'arrêtera sur le mois de mai et du coup, on aura sur la première phase parabolique, en fait, fin mars jusqu'à fin avril. Et puis après, à partir du mois de mai, tu as la correction. Et là, tu as tout le monde qui se dit c'est la fin, c'est fini, il n'y aura pas d'ajout de liquidité, machin, ou ce que tu veux. Tu as la correction sur mai, juin, juillet, allez, août. Et puis après, septembre, octobre, novembre, décembre, on repart à la hausse. C'est possible. C'est possible. Dans tous les cas, il faut respecter votre plan de sortie. Si vous n'avez pas de plan de sortie, comme d'hab, c'est le moment de se pencher vraiment dessus. Toi, Martin, je sais que tu es dans le programme d'accompagnement, donc il n'y aura pas de souci. Mais voilà, pour tous ceux qui aujourd'hui sont un peu en solo et qui ne savent pas trop quoi faire, qui sont un peu perdus, vraiment formez-vous dans des périodes comme ça parce que quand ça augmente, il y a toujours la même chose en fait. Quand il y a pas mal d'incertitudes, les gens ils achètent pas. Quand finalement le truc ça pump de partout, ils disent c'est maintenant qu'il faut acheter alors qu'en fait pas du tout. Voilà. Donc faites plutôt l'inverse, faites attention, prenez du recul. On pense absolument pas que c'est terminé, mais il y a aussi l'augmentation de la M2 qui est aussi en contradiction avec ce que j'expliquais sur mercredi dernier avec la politique de restriction des liquidités, restriction monétaire, du quantitative tightening. Pour l'instant, c'est prévu peut-être pour une fin. C'est des pourparlers avec Jérôme Powell pour peut-être jusqu'à juin. Donc, est-ce que si tu as l'augmentation de la M2, mais que tu es toujours en restriction monétaire et que tu n'as pas la fin du quantitative tightening, est-ce que ça sera bullish ou pas? Enfin, on est quand même dans un moment un peu bizarre. Hein. Tous les cycles d'avant en crypto, on était sur des taux bas, impression, enfin pas mal de trucs. Donc, il faudra voir. En tout cas, là, de ce qu'on observe sur ces indicateurs, une augmentation peut-être prévue sur fin mars, début avril. À partir de fin mars, début avril, si on suit la M2, ça serait possible. Après, jusqu'où ça va augmenter, on verra. Mais en tout cas, à partir de mai-juin, normalement, peut-être que c'est là qu'il y aurait les corrections. En tout cas, c'est ce qu'on a observé historiquement parlant. Et ça, d'un point de vue académique aussi, c'est très largement étudié. Younes qui disait au final, si on a une alt season, ce sera pour Q2 ou plutôt à l'automne. J'ai peur qu'on l'ait déjà au Q2, mais qu'on se fasse plomber dans notre élan avec l'été.
C'est tout à fait possible. Pour moi, l'été, dans tous les cas, ça n'a jamais été bullish. Hein. Tu prends dans toutes les cycles crypto, il n'y a jamais eu une augmentation super importante. Il y a toujours eu des latéralisations. Les gens sont en vacances. Ils n'investissent pas dans des périodes comme ça. Donc, si on a une augmentation, en fait, ça serait sain qu'on puisse l'avoir là en partie sur le mois de mars et sur le mois d'avril, qui est la correction sur mai, juin, juillet, août, et puis que tout le monde dise allez, c'est bon, c'est la fin, et que si on doit avoir une continuité du cycle, qu'on en ait. Il y a aussi pas mal de personnes que je suis, qui sont aussi macro-investors et tout, qui, eux, pensent qu'au final, l'augmentation qu'on aurait sur mars-avril, ça serait l'exit liquidity dont ils auraient besoin pour sortir et qu'au final, ça serait qu'un bear market sur la suite de 2025. Ce qui est aussi possible. En fait, il y a plein de scénarios. Hein. Scénario 1, c'est augmentation de la M2, donc augmentation du cycle sur fin mars, début avril, après vente sur le mois de mai, juin, juillet, août, et puis après pour repartir sur la fin d'année. Autre scénario, il n'y a pas d'augmentation du tout, mais là franchement, je ne vois pas pourquoi il y aurait des augmentations de M2 et pas d'augmentation sur le marché crypto. Il y en a aussi qui disent qu'il y aurait une augmentation, donc sur fin mars, début avril, peut-être début mai, et qu'ensuite, arrivée du bear market, ça prendrait en contre-pied tout le monde en fait, et que tout le monde se dirait bah, c'est bon, c'est une correction normale sur mai, juin, machin, et au final, bah, l'augmentation de fin d'année ou la banana zone, en fait, tu as eu une première correction, mais tu n'auras pas la deuxième. Enfin, tu n'auras pas l'augmentation après la deuxième correction. Tout ça, c'est possible. Voilà. Encore une fois. Ouais. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Et c'est pour ça que je vous prépare en amont. Si vous arrivez sur le mois de mars, avril, sur des life-changing gains sur votre portefeuille et que vous vous dites je ne vends pas, ça va réaugmenter en fin d'année, c'est possible. Tout comme c'est possible qu'il ne se passe que dalle, qu'il ne se passe vraiment rien du tout. Donc, si vous êtes fait avoir sur 2024 ou sur 2021, voire les deux, et que vous étiez déjà sur des sommes d'argent importantes, sur des meme coins ou ce que vous voulez, pour moi, il n'y a aucun scénario aujourd'hui ultra probable où je me dis qu'il n'y aura pas d'augmentation du tout à partir d'aujourd'hui. Le scénario le plus probable, c'est qu'il y ait encore des belles augmentations à venir. Donc, ça vous laisse une chance supplémentaire pour remettre à jour votre stratégie, plein de trucs. Si jamais ça arrive, souvenez-vous de la conformation mentale, psychologique, émotionnelle dans laquelle vous vous êtes retrouvé quand vous étiez sur des niveaux d'argent importants, que vous n'aviez pas pris de bénéfices, pour ne pas refaire cette erreur-là. Il vaut mieux avoir l'air con et de revendre trop tôt avec des plus-values que de paraître intelligent en essayant de revendre tard et repartir avec des moins-values. D'accord ? C'est super important hein, ce que je vous dis là. Parce que là, dans tous les cas, il y aura tous les scénarios. Vous allez voir que même si ça augmente en fin d'année, la période entre peut-être mai, juin, juillet, août, voire septembre, ça va être une période aussi catastrophique que ce qu'on est en train de vivre là, si ce n'est même pire. Parce que là, vous allez encore voir tout un tas de personnes qui vont dire c'est la fin, ça ne va pas augmenter et tout. À chaque fois, le marché prend le contre-pied. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui considèrent que le marché va encore évoluer. Tout le monde pense presque globalement que le top a déjà eu lieu, qu'on va en bear market. Donc pour moi, le scénario le plus probable, c'est que ça prenne le contre-pied et qu'on reparte à la hausse. Mais attention, si tout le monde pense que c'est bon, ça va faire comme avant, on va avoir la période euphorique en fin d'année, je vous rappelle en 2021 ce qui s'est passé, hein, la théorie un peu du double top, qui s'est révélée être le cas factuel. Et qui a fait très mal à beaucoup de gens, parce qu'on s'attendait, par rapport au cycle de 2017, qu'on ait la phase parabolique. D'accord ? Donc, voilà, préparez-vous en fait à tous ces scénarios-là. Restez optimiste, parce qu'en bull run, dans tous les cas, et aujourd'hui on reste toujours en bull run, tant qu'il n'y a pas de signe indicateur contraire. Ceux qui font de l'argent en bull run, c'est les optimistes, c'est pas les pessimistes. Tous ceux qui sont pessimistes dans des périodes comme ça ont l'air intelligents sur le papier, sauf qu'à la fin, bah, c'est pas eux qui gagneront de l'argent. Voilà. En général, en bull run, si vous êtes optimiste, et même en crypto de manière générale et dans l'investissement, quand vous restez optimiste, vous gagnez de l'argent parce que les marchés ont beaucoup plus tendance à augmenter que de baisser. C'est valable en bourse, c'est valable en immobilier, c'est valable en crypto, parce qu'on est dans des périodes où, dans tous les cas, ils sont obligés d'imprimer de l'argent. Et quand on imprime de l'argent, quand on a une augmentation et une expansion des liquidités, il faut que ça se parque dans les actifs, et pas que dans les actifs risqués, mais dans des actifs type réserve de valeur. L'immobilier, dans tous les actifs, en fait, sont compris là-dedans. Et donc, il y a des augmentations. D'accord ? Donc, ceux qui gagnent de l'argent sont des optimistes. Je vais continuer. Ah oui, attends, tu avais une question aussi, Martin, qui pouvait compléter ce qu'on disait tout à l'heure. Le cycle de 2021 devrait être considéré comme une anomalie
En partie à cause du Covid, cependant, le schéma de guerre aujourd'hui pourrait ressembler l'actuel à celui de 2021. Ouais, c'est-à-dire que le contexte macro, je pense que tu veux dire, c'est que le contexte macro se rapproche plus de ce qu'on a connu sur 2021. Peut-être en termes de guerre, d'incertitude, Alors, géopolitique, etc. Ouais, ça à va mon être ça. avis, oui, c'est l'effet choc et nouvelle, genre truc séculaire qui arrive qu'une fois par siècle ou un truc comme ça. Ce qu'on avait pendant le Covid, en fait, c'était un quoi qu'il en coûte dû à, selon les mots de Macron, la guerre contre le Covid. Là, on est en train de voir potentiellement une vraie guerre pour le coup, hein, qui se prépare, avec l'Allemagne justement qui serait prêt à faire du quoi qu'il en coûte. Donc on rentre dans le même champ sémantique du quoi qu'il en coûte, c'est la guerre, il va falloir faire des efforts exceptionnels, les 800 millions d'investissements, les choses comme ça qui arrivent. Donc potentiellement, au final, ce serait éventuellement au niveau causal, on est sur quelque chose de totalement différent. Hein, entre une pandémie et une guerre, c'est pas tout à fait la même chose. Mais au niveau des conséquences sur l'impression monétaire, on pourrait être sur quelque chose qui se ressemble au final. Il se passe un événement tellement important, il faut réagir, qu'on est obligé, même si on n'est pas dans une situation économique qui le permettrait, activer la planche à billets, ce qu'on a touché, non, avec la Chine qui commence à en parler, l'Allemagne, l'Europe, tous les pays qui se mettent un peu en mode écoutez, il faut investir pour la défense, donc on va y aller franco. Et du coup, moi, je le prends comme ça au final, que ça se ressemblerait dans l'impression monétaire à cause de quelque chose, quoi.